Dans cet épisode, je reçois Alexandre Debiève qui est photographe et vidéaste. Ensemble, nous discutons de son aventure entrepreneuriale, de comment il a décidé et pourquoi il a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. On parle du fait de vivre de son métier avec passion, avec l'humain au centre et de comment notre personnalité fait toute la différence au sein de notre entreprise. Je vous laisse découvrir ça. Belle écoute. Bienvenue sur le podcast La force est en toi, le podcast à destination de toutes les personnes voulant vivre une vie qui leur ressemble vraiment, en pleine confiance, sécurité et liberté. En solo ou avec des invités de qualité, je te transmets des clés pour apprendre à transformer ta vie personnelle et professionnelle. Ce podcast est ton outil pour prendre le plein pouvoir de ta vie. Je suis Valentine Vranx, entrepreneuse et coach en épanouissement. Je t'accompagne à viser l'épanouissement grâce à la connaissance et l'amour de toi, afin que tu aies toutes les clés en main pour déployer ton plein potentiel et vivre la vie qui t'inspire vraiment. Bonjour Alexandre, bienvenue sur le podcast La force est en toi. C'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui, de pouvoir échanger ensemble. Et je pense que cette interview va vraiment être intéressante aussi parce que ça amène d'autres points de vue, un autre métier que ceux que j'ai déjà pu interviewer, toujours dans l'entrepreneuriat, mais j'ai souvent interviewé des coachs ou des consultants, que là on est un peu plus dans le milieu artistique. Donc je pense que ça va être très intéressant et bienvenue à toi. Je propose que tu commences du coup par te présenter, nous en dire un peu plus sur qui tu es, ce que tu fais du coup et ouais, commençons par ça. Donc moi, je suis photographe et vidéaste, sauf que ça fait 10 ans que je fais des études artistiques. Enfin, ça fait 10 ans que je suis dans le domaine de l'artistique. À la base, là, en fait, j'ai une formation d'animateur 3D pour le secteur du jeu vidéo et du cinéma. Donc après mes études, j'ai été amené à bosser à Londres, à Feed Me Light, en fait, qui est une boîte de production à Londres, qui était très très cool d'ailleurs. Et après mes études et mon stage, mon premier emploi, ça a été en fait en tant que photographe et vidéaste pour Decathlon Belgique, surtout en fait sur la zone d'Arlon. Mais c'était super cool parce que du coup, ça faisait déjà 7 ans à l'époque que je faisais déjà de la photo et j'ai dû apprendre à faire de la vidéo pour correspondre au poste. Mais ça s'est fait assez facilement en fait. Si tu veux, en 2 semaines, j'ai appris DaVinci Resolve. En 2 mois, j'ai maîtrisé le logiciel. J'ai vraiment commencé à m'amuser sur les projets. J'ai vraiment pris du plaisir en fait à rencontrer les personnes, à vouloir développer des choses qui sont intéressantes autant pour eux, enfin surtout pour eux et pour moi. Donc là où j'aime vraiment mon métier, c'est que je rencontre des gens et je leur rends service avec mes compétences. Alors pour moi, c'est, on va dire, c'est ça mon cœur de métier. C'est que moi, je connais l'art et la manière de faire des images et raconter des histoires. Et eux, ils connaissent leur vie, connaissent leur histoire, et j'essaie un peu de leur tirer un petit peu les éléments intéressants de ce qu'ils ont vécu pour retranscrire, ou en tout cas pour mettre en valeur qui ils sont et ce qu'ils font au quotidien. Donc, je travaille maintenant, du coup, pour des sportifs de haut niveau. Je travaille pour des commerces, des marques, maintenant la ville de Luxembourg, de l'immobilier aussi également. Et très bientôt, un projet avec un des meilleurs pâtissiers de France, mais ça, soon soon. Trop bien, trop stylé. Et du coup, donc tu as travaillé pour Decathlon. Est-ce que tu travailles encore pour eux là maintenant ou pas? Non, non, pas du tout. C'est fini. C'est fini. Maintenant, je suis freelance, je suis photographe vidéaste professionnel, je fais ça et j'en vis, ce qui est très chouette. Et c'est une très belle aventure entrepreneuriale, mais j'ai pas eu trop peur d'ailleurs de ce passage entre salarié et entrepreneur, parce que depuis que je suis tout gamin, en fait, j'ai envie d'entreprendre. J'ai toujours avec mes potes, chaque fois c'était venez, on fait un groupe, venez, on fait un truc. À chaque fois, j'étais toujours dans les groupes de l'école, même on avait un magazine qui s'appelait le Chess Magazine. Et le but, c'était, venez, on forme un collectif de personnes. On est les gens dans la section jeux vidéo. On n'était pas les gens en pré-presse, mais on est 4 personnes, il me semble, 4 ou un peu plus, je ne sais plus trop. Et du coup, on avait développé ce magazine de l'école pour mettre en avant du coup les artistes de l'école qui veulent se bouger un petit peu et qui sont fiers de ce qu'ils font. Et à chaque fois, donc, on présentait, il me semble, 4 artistes de l'école, des étudiants, plus une interview d'un prof. Donc, dans ce cas-là, c'était Thomas Liara. Malheureusement, comme toute première entreprise, avant en tout cas expérience entrepreneuriale, ça se soldait par un seul numéro, mais on en était fiers. Et c'était une très bonne expérience. On a fait qu'un seul numéro, les gens étaient intéressés, ils trouvaient ça cool, etc. On a appris un peu à gérer des projets, gérer potentiellement aussi du coup des budgets, des organisations, tenir des deadlines, c'était super intéressant. Mais je pense que vraiment, depuis mes 12 ans,
l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Je me suis toujours préparé beaucoup également. J'ai grandi avec YouTube et je continue à bouffer énormément de tutos sur YouTube. Et même quand j'ai un doute, par exemple, dans mon cas, là, quand j'ai commencé en janvier, mes questions et ma source de stress principale, c'était du coup la comptabilité. Parce que je suis quelqu'un qui a des troubles de l'attention et qui est dyslexique. Donc je sais que c'est un point faible, mais du coup, je sais très bien que je peux en faire une force aussi. Du coup, j'ai parfois pas des tocs, mais tu vois, genre, j'aime que les choses soient bien vérifiées 4-5 fois. À l'école, on appelle ça le double, triple check pour être sûr que quand tu rends un fichier, il est rendu en fonction du briefing qui a été défini, tu rends au bon moment, tu le rends avec le bon poids de fichier, etc. Donc, dans le cas de la comptabilité, c'est vrai que j'avais regardé beaucoup de vidéos d'experts comptables qui donnaient des cours et des tutos sur la comptabilité en Belgique, les trucs et astuces. C'est bien de faire du chiffre, mais c'est aussi important de faire des dépenses professionnelles pour pas te faire avoir derrière, ce genre de choses. J'ai entamé finalement l'entrepreneuriat de la même manière que j'ai appris la photo et la vidéo, c'est-à-dire en autodidacte à l'époque. Je crois que j'ai commencé la photographie, j'avais 15 ou 16 ans, et donc là j'en ai 26. Toi, ça fait déjà 10 ans que je fais de la photo, 2 ans que je fais de la vidéo, mais finalement, les deux métiers sont très proches. Et le fait d'avoir étudié, du coup, encore une fois, le secteur de l'animation et du cinéma, j'ai tout le bagage cinématographique appris à l'école sur la composition, la structure d'une image et l'impératif de l'image et du son. Parce qu'on a aussi des cours de sound design et j'ai fait une formation de plus de 6 mois à Technocité qui était super intéressante d'ailleurs. Enfin, tout ça pour dire que ça m'a pas fait trop peur, en tout cas, l'entrepreneuriat. Et puis, il y a aussi le côté tchatch. Et j'aime bien tchatcher avec les gens. J'aime les gens. Et donc, qui donne, reçoit, tu vois. Donc, si tu vas vers les gens, que tu es sympa, je pense que tu as envie d'être utile, pas les arnaquer, que tu as vraiment envie de leur apporter quelque chose de bénéfique pour eux, mais que toi, tu travailles et que du coup, tu mérites ton salaire aussi parce que tu connais ton travail, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Et du coup, c'est ce que apparemment mes clients aiment aussi avec moi. Il n'y a pas de détour en fait. Quand on sait très bien à quoi on s'attend, on définit un lieu, une date, un projet. OK, on sait que ça va être fait. Et si jamais ça dépasse un petit peu, c'est pas à la personne de payer le temps que ça m'a pris en plus, c'est à moi de m'organiser. Et si j'ai dit, par exemple, que c'est remise mardi et que je le rends peut-être mercredi, techniquement, c'est pas eux que ça pénalise, c'est moi, c'est-à-dire que je me suis mal organisé. Donc, OK, je te fais cadeau d'une journée de travail parce que là, c'est ma faute, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, j'adore de voir la passion qui t'anime quand tu racontes ton Ouais, alors, truc. au départ de l'appel, j'étais en mode, ouh là là, mais qu'est-ce que je vais dire? Et en fait, il y a tout qui sort. C'est ça, c'est ton Ouais, moment pour, raconter ton c'est ça, histoire c'est ça. donc ouais, c'est cool et ouais, de voir que tu as aussi, on va dire un peu l'entrepreneuriat dans le sang, mais Ouais. ça m'intéresse de savoir à quel moment tu t'es dit: «OK, genre là, je vais vraiment me lancer à 100%», tu vois? Parce que tu aurais pu très bien, genre continuer à avoir ton job de salarié, développer tes Ouais. projets à côté et puis au final, jamais être vraiment, entrepreneur, on va dire, comme métier, mais, Ouais. avoir cet esprit d'entreprendre dans une autre entreprise. Comment est-ce que ça s'est fait que tu t'es dit: «OK, là, je vais vraiment me lancer et aller à fond»? Alors en fait, c'est tombé au bon moment et j'ai profité d'une occasion négative pour rebondir. C'est-à-dire qu'en fait, mon poste de communicant, photographe, vidéaste à Decathlon, donc je travaille pour Decathlon Belgium, mais sur le site Decathlon Arlon. Donc en fait, je faisais surtout la communication locale pour la région Arlon et Luxembourg belge. Et donc c'était très chouette, sauf qu'à un moment donné, la Belgique a préféré faire des économies et recommuniquer en national. Et donc mon poste a été voué à disparaître à la fin de l'année 2022. Et donc, j'ai appris ça 3 mois avant la fin de l'année, ce qui fait que je me suis orienté vers des structures. Donc, en disant, bon, soit je me plains et je deviens chômeur enfin, le fait d'être chômeur, c'est pas plaintif, mais soit je me plains et je dis, ah, mais j'ai plus d'emploi, soit j'ose entreprendre un projet qui m'a toujours animé et pour lequel je me sens prêt. Je trouvais ça important d'oser faire mes proches, mes amis m'ont vraiment encouragé. J'ai de la chance d'ailleurs parce que j'ai beaucoup de personnes qui croient en moi et qui me soutiennent. Donc ça fait beaucoup de bien aussi. Mais on a toujours un petit peu les voix qu'on avait quand on était enfant du «Quoi, tu vas faire des études techniques? Mais non, enfin, fais pas ça. Mais pourquoi tu changes? Tu vas dans des études plus techniques de transition, et cetera». Alors qu'en fait, je suis très fier de là où j'en suis. Je suis allé à Namur pour étudier en haute école. Je suis parti à l'étranger pour faire des stages sur des grosses productions, genre Indochine, et cetera. Enfin, je ne vais pas à rougir de là où j'en suis. Tu vois, je suis quand même très content de là où j'étais, alors que j'ai fait des études à un moment donné techniques. Donc, je pense vraiment que n'importe quel parcours, n'importe quelle école est complètement OK pour avoir une belle réussite. Enfin, encore, il faut savoir ce que c'est que la réussite. Mais pour moi, la réussite, c'est réussir ses objectifs personnels et prendre du plaisir au quotidien dans ce qu'on fait. Et est-ce qu'il y a eu un décalage ou en tout cas peut-être des différences que tu as vues entre l'idée que tu te faisais de l'entrepreneuriat et être maintenant vraiment entrepreneur? En vrai, l'entrepreneuriat sur les réseaux, les gens font des caisses, en vrai de vrai. C'est genre, ouais, je suis tellement busy. Enfin, une grande partie de notre temps, c'est
Ok, je rédige un peu mes objectifs de la semaine. Enfin, personnellement, je pense comme ça. Par exemple, si au début de mon activité, je m'étais fixé le lundi, je définis mes objectifs. Fin de semaine, je dois tous les avoir faits, voire plus. S'il y a des objectifs qui ne sont pas atteints, je bosse tout le temps du coup avec le petit carnet ici, mais ça va permettre de toujours voir est-ce que j'ai fait ce qu'il faut, est-ce que j'ai contacté qui il faut, est-ce que je suis allé où il faut. Donc, par exemple, à Afterwork, etc. Je pense que tu peux le dire aussi, une majorité de notre temps, c'est on gère notre temps comme on veut. Et des fois, c'est être 2 heures pas forcément à rien faire, mais à réfléchir dans notre canapé, à se dire ah, mais est-ce que j'ai été performant? Techniquement, on n'est pas en train de produire quelque chose, mais on est en train de réfléchir à est-ce que là j'ai été intéressant? Est-ce que là j'ai communiqué de manière efficace? Enfin, personnellement, je suis quelqu'un qui me se remet beaucoup, beaucoup en question. Et du coup, ça permet du coup de toujours sortir, je pense, des choses un peu différentes. Donc, mon métier, c'est la photo et la vidéo. Donc maintenant, je propose du coup aussi de la création de contenu. Ça permet du coup d'avoir plusieurs offres. Parce que avant, j'avais des fois des clients qui me disaient écoute, ton tarif à la journée, il m'intéresse, mais je peux pas me permettre de travailler avec toi sur une semaine, quoi. Je vais pas dire à ces personnes-là ok, reviens quand tu as des sous. Du coup, maintenant, ce que j'apporte, en fait, c'est soit de la création de contenu, soit de la création vidéo, donc un narratif. Ce qui veut dire que les gens, techniquement, au quotidien, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'avoir une belle image et montrer ce qu'ils font et qu'ils le font bien. Ce que je fais pour certains commerces, du coup, c'est la création de contenu. C'est 1 à 2 heures, en fait, chez eux. On fait des images. Je viens chez eux. Je fais pas forcément des photos, mais plus des vidéos, donc au format Reel. Des vidéos courtes entre 5 et 8 secondes pour correspondre aux algorithmes, etc. Et ensuite, dans le cas de ma dernière prestation, c'était 40, 50 vidéos Reel utilisables pour eux dans leur galerie, donc au format 1080p, mais avec des belles images qu'ils peuvent utiliser pour leur communication. Ce qui fait que pour eux, ils ont des plus belles images pour leur truc. Moi, ça me prend pas beaucoup de temps. C'est pas un temps de préparation. Et en fait, c'est autant bénéf pour eux parce que du coup, ils ont une vraie image et ils sont super contents d'avoir ça. Et moi, derrière, j'ai une prestation moindre, mais qui fait quand même une rentrée un peu continue chaque mois, chaque semaine même. J'essaie vraiment d'avoir cette approche bon, j'aime bien travailler dans l'excellence, travailler dans quelque chose de bien fait, défini, etc. Mais d'un autre côté, je sais très bien que, imaginons une boulangerie, etc., ils n'ont pas forcément le budget de faire une vidéo produite qui dure 2 semaines à produire à 500 euros la journée, tu vois. Ouais, et je trouve que là, tu as soulevé plein de points intéressants dans ce que tu racontes. Déjà, première chose par rapport à l'organisation, quand tu dis on ne passe pas que du temps à produire, et je trouve que c'est important de le souligner parce que il y en a beaucoup qui passent trop de temps à produire en se Ouais, disant qu'il y a que comme ça qu'ils vont obtenir des résultats. Sauf que quand tu passes tout ton temps à produire et que tu prends jamais le temps de te remettre en question, mais en te posant aussi les bonnes questions, pas juste en t'acharnant sur ton sort en mode ah j'ai fait nul, c'est nul et tout. C'est en incluant ces temps-là de réflexion que tu vas pouvoir produire avec la bonne intention. ouais, Et moi, je trouve que c'est ce qui fait toute la différence aussi, dans ce que personnellement j'ai aussi pu, mettre en place. C'est qu'en fait, on a besoin de ces moments plus dans l'être, on va dire, que dans le faire, ouais, pour être efficace dans le faire, en fait. Et comme tu l'as expliqué aussi, toujours être, en accord avec tes valeurs, ce que toi tu as envie d'apporter à tes clients et surtout à leur écoute. De dire: «OK», comme tu le dis, tu vois de quoi eux ils ont besoin et ouais, qu'est-ce que toi tu peux leur apporter par rapport à ça. C'est vraiment la clé, en fait, pour, avoir des offres et des services qui ouais. correspondent Adapté, ouais, vraiment, au monde, quoi. c'est ça. Mmh. Est-ce que tu as une, personne ou une ressource, qui a été porteuse dans ton évolution, à laquelle tu Euh, penses, un souvenir ou quoi que tu as? J'ai des personnes qui m'ont inspiré beaucoup quand j'étais plus jeune. Et, enfin, si tu veux, moi, en fait, j'ai grandi avec des magazines de graphisme. Depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai des magazines de graphisme que j'ai encore ici. Attends, je peux peut-être t'en chercher. Hop. Pour ceux qui nous écouteront et nous regarderont pas, Alexandre part dans sa bibliothèque Exact. dégoter ses magazines. Depuis que je suis tout petit, en fait, tu vois, j'ai des magazines un peu comme ça. C'était avant les tutos YouTube, tu vois, c'était des magazines de graphisme, tout ça à faire en PAO, Photoshop, InDesign, Illustrator. Donc, à l'époque, j'ai commencé un peu à apprendre à dessiner, à copier des artistes. Et donc, j'ai découvert des artistes à travers ces magazines. Par la suite, je me suis intéressé ensuite à l'animation, parce que quand tu fais du dessin, tu t'intéresses à l'animation. Et j'ai ensuite découvert des BD de Run, donc Guillaume Renard, qui est un gars que j'aime beaucoup. Parce qu'autant dans son style, c'est lui qui a fait la BD Mutafakaz, qui est une très chouette BD qui a été produite, en tout cas éditée par Ankama. On ne se connaît pas plus que ça, mais il a été présent plusieurs fois dans ma vie pour donner des coups de pouce ou des si tu as besoin, parce que quand on a développé notre jeu de fin d'année, en tout cas à l'école, c'était un peu pour faire sa promo ou je sais pas, mais en tout cas, j'ai bien apprécié son commentaire ok les gars, vous faites du jeu vidéo. J'ai toujours rêvé d'avoir une adaptation de mon média, enfin pas son média, une adaptation de son œuvre en jeu vidéo. Et donc, il m'a envoyé, si besoin,
ça pourrait être sympa que l'univers de Metaphagas soit adapté en jeu vidéo. La licence, elle est OK, tu vois. Et c'est peut-être pas grand-chose, mais quand tu as un auteur que tu aimes bien, qui te suit et qui réagit à tes stories pour mettre en avant, bah, vas-y, je te fais confiance. Même si c'est une blague, tu vois, ça reste que c'est un petit coup de boost. Donc, il y a Guillaume Renard que j'aime beaucoup, donc Run. Sinon, dans le reste, en tant que photographe que j'aime beaucoup, il y a Odieux Bobby. Donc, il travaille pour Libération, lui. Donc, sur Insta, c'est Odieux Bobby, mais son nom, c'est Bobby. Et c'est quelqu'un, tu pourras mettre, si tu veux, les arrobas Ouais, je sur mettrai tout Insta. dans la description, ouais. Et c'est un photographe que j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui sait raconter des images brutes. Enfin, il y a quelque chose de brut qui se passe et il arrive toujours à trouver la poésie, la bonne composition. Enfin, c'est quelqu'un qui a un vrai œil et j'adore ça dans son travail. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Donc, en général, je suis un peu la groupie et je partage le boss, tu vois. Mais c'est deux personnes que j'aime beaucoup. Sinon, j'ai beaucoup d'amis qui sont super inspirants. Alena, une de mes potes qui fait de l'illustration que je partage souvent. Son nom sur Insta, c'est Limon quelque chose. Je t'enverrai parce qu'à chaque fois, je marque juste @limon et je la tag. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi dans son travail, dans sa sensibilité, dans son travail, parce qu'elle fait du dessin très… c'est au trait, c'est pas du dessin digital. Et du coup, il y a toute cette sensibilité à travers le trait, c'est-à-dire le crayon ordinaire, le côté gras du crayon qui passe, et elle maîtrise parfaitement autant le trait que la couleur. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Et idem pour Bobby, en fait, c'est la composition et la couleur qui me plaisent énormément dans son travail. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose dont tu t'inspires aussi pour toi, tes propres photos et les propres œuvres que tu fais ou c'est plutôt quelque chose que tu aimes bien regarder? Alors, c'est quelque chose que j'aime regarder, mais vu que j'ai étudié du coup la structure visuelle et que depuis mes 16 ans, j'ai un peu tapé un blocage sur une image, c'est comme ça parce que c'est le bon moyen de la raconter. J'ai même écrit des cours pour te dire sur les différents niveaux de contraste d'une image. On n'est jamais très loin de ce qu'on étudie. Hein, tu vois, genre, c'est toujours des livres à côté de moi de ce que je bosse. Donc là, c'est un super bon livre d'ailleurs, c'est Composer ces images pour le cinéma. Donc en général, bah, ma bibliothèque est derrière moi, mais j'ai toujours des trucs à montrer aux gens à qui je parle. Un des points essentiels de ce livre, c'est une image, ce n'est que harmonie et contraste, harmonie pardon, et contraste. Si tu veux raconter une histoire, tu dois la raconter en fonction de choses qui sont en opposition ou en lien avec quelque chose. Donc, ça passe autant par la texture, par la couleur, par la luminance, la profondeur de focale. Est-ce que tu es sur une image avec des ronds? Est-ce que tu es une image de forme, par exemple, en rond ou carré? Je pense que je suis arrivé à peu près 40 ou 50 niveaux de contraste différents qu'on peut mettre en opposition dans une séquence animée. Donc, ça soit autant de la photo, de la vidéo, de la peinture, de la presse. Parce que du coup, la presse, tu peux aussi avoir du coup des taux de contraste avec des typos. Parce qu'une typo en New Times Roman, bah, c'est pas du tout la même sensation que tu ressens quand tu vois une typo en Caviar Dreams, par exemple, ou en Comics sans MS. Bref, pour revenir à l'image, c'est tellement intéressant, c'est tellement tout partout que même l'optique, ça m'a intéressé. Et donc, j'ai une approche très presque scientifique de qu'est-ce qu'une image et comment est-ce qu'on la retranscrit. Bah, une image, d'abord, c'est une silhouette, c'est une couleur, c'est une ligne d'action. Il faut qu'on la comprenne. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ressent la personne dès qu'elle le découvre? Où est-ce que la personne voit? Enfin, quel élément de l'image que la personne voit en premier? Est-ce que les lignes présentes dans l'image, est-ce que la personne, bah, c'est sur une ligne de construction? Est-ce qu'elle est bien au bon endroit? Est-ce que je l'ai vue au moment de faire la prise de vue? Ou est-ce que je peux la recréer en post-production? Et c'est un peu cette approche un peu de geek, hein, j'ai étudié des trucs. Je sais que normalement on fait comme ça, mais des fois, ça peut être sympa aussi de jouer sur la surprise. Donc, par exemple, tu fais une photo d'un couple et de leur mariage dans une serre, par exemple, les serres du Jardin botanique de Maze à Bruxelles. La photo attendue, c'est une mise au point sur le couple. Mais là, du coup, tu fais une mise au point sur le couple parce que c'est la photo attendue et t'en fais une autre avec ah, mais ils sont où en fait? La question qu'on peut s'évoquer, c'est joli, c'est où? Ben, au lieu de mettre l'accent sur le couple, je mets l'accent sur le fond. Et du coup, comme ça ça permet d'avoir une image qui révèle un peu plus le lieu plutôt que la personne ou le couple. Et donc, ça permet de mettre en valeur du coup d'autres éléments. Et c'est vrai que ouais, ça me fait penser à quelque chose, c'est maîtriser la théorie, Ouais, mais toujours en gardant en fait ta patte et ton approche et ce que toi tu as ouais, envie aussi de ouais. transmettre. Et je pense que ça, c'est un concept, bah, ça s'applique dans la photographie, mais ça s'applique même dans tout, tu vois. Et pour reprendre l'entrepreneuriat en général, c'est pareil, genre la théorie, ça peut être toutes les Mhm. stratégies que tu connais, qu'on te vend, qu'on Exact. te dit, ah, il faut faire ça, ça, ça. C'est très bien de le savoir, mais tout ce qui compte, c'est comment toi, est-ce que tu vas t'en servir pour avoir le résultat que tu veux, en fait. Est-ce que toi, t'as eu, je sais pas, j'ai envie de dire, été pris dans le piège de ces trucs-là, peut-être de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, ou ça a été plutôt assez fluide pour toi et tu t'en es détaché facilement? Moi, je suis plus dans les contenus que je vois beaucoup sur Insta. C'est plus pas du contenu bien-être, mais c'est parce que je sais bien qu'il y a beaucoup dans le développement personnel, etc. Il y a beaucoup avec le stoïcisme, genre, si tu no pain, no gain, etc. J'étais un peu dans ce truc-là à un moment donné
en soi est vrai. Si tu travailles pas, il y a pas de résultat. Mais maintenant, je me fais plus chier à bosser avec des gens qui ne respectent pas mon travail. Je me suis orienté vers des gens avec qui c'est agréable de travailler plutôt que fournir un travail harassant, pas éprouver de plaisir pour faire un travail qui, lui, me plaît. J'ai pas envie de dégoûter mon travail, ce qui fait que maintenant, dans mon approche de l'image et quand je rencontre des gens, c'est je fournis des images qui abordent l'amour. Là, on me regarde un peu de manière surprise et je fais non, mais l'amour, ça peut être tout et n'importe quoi. Chaque fois, quand je parle des personnes avec qui je travaille, en général, j'explique que je travaille avec des passionnés ou des personnes qui aiment sincèrement ce qu'ils font. Et ça touche autant le sportif, le restaurateur, la personne qui met en vente sa maison, parce que c'est un bien meublé avec lequel il est attaché, imaginons. Par exemple, si j'ai bossé avec la ville de Luxembourg pour un événement qui s'appelle I Love Graffiti, j'aurais pu faire juste des photos au grand angle, un peu mal branlées, mais c'est pas ce que j'ai voulu faire. J'ai préféré composer une image que je t'enverrai peut-être pour l'intégrer. Ok, c'est un événement familial qui met en avant la ville de Luxembourg et la culture hip-hop et graffiti. Quelle image peut être la plus représentative de ça? Donc, un père et sa fille, un père avec des tatouages et un petit style assez, un peu, pas street, mais tu vois, un petit style bad boy, un peu bad Ouais, boy anglais. j'allais dire, Sa ouais, fille, un peu Harley Davidson, quoi. ouais, un peu ça. T'as sa fille qui tire pour aller voir les graffitis qui sont donc composés dans l'image, donc elle tire vers le graffiti. Et t'as des enfants un peu partout dans l'image qui regardent, qui font waouh, c'est super inspirant, alors que le lieu de base dans lequel on est, c'est un ancien abattoir en fait. Donc, il y a plein de trucs super intéressants. Cette photo-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle permet de montrer que une image, c'est pas juste un bouton quand on emploie un photographe ou un vidéaste, c'est quelqu'un qui a une idée, qui a une vision, qui sait ce qu'il fait, parfois même en un huit millième de seconde, parce que du coup, des fois, il fait tellement lumineux que tu as un shutter très rapide. L'image, c'est passionnant. Moi, je pourrais t'en parler pendant des heures. Là, il y a 2 semaines, j'ai transmis un petit peu pendant 2 jours à un élève pour la Walga, parce que du coup, je reviens aussi un peu en tant que formateur pour travailler dans le secteur du jeu vidéo belge. Et là, ils ont fait appel à moi, du coup, en tant que personne qui connaît le secteur du jeu vidéo, mais qui est communicant. Objectivement, je suis un communicant maintenant, je suis plus un développeur, tu vois. Et j'ai complètement accepté ça. Genre, je prends beaucoup plus de plaisir, en fait, en tant que photographe et vidéaste ou communicant, qu'en tant qu'animateur qui passe 8 heures derrière son écran à juste se filmer, reproduire un mouvement. Est-ce que c'est bon? Oui, non. En fait, tu es toujours dans l'autocritique, c'est jamais bon. Et ensuite, tu ranges jusqu'à un certain niveau et tu rencontres jamais beaucoup de personnes. Et donc, moi, je voulais un peu plus que ça. Et donc, maintenant, je suis très content parce que je rencontre des gens, je fais des trucs qui me plaisent, je voyage, je vais dans des lieux parfois improbables. Donc, j'ai fait une vidéo quand je bossais pour Decathlon avec un pêcheur. Je pensais pas un jour faire une vidéo avec un pêcheur. Et je me suis retrouvé comme ça avec ma caméra, avec de l'eau jusqu'à mes hanches et mes chaussures noyées. J'avais à peu près, je pense, au moins 6 ou 7 000 euros de matos dans la laisse. Et j'étais comme ça, et je fais, vas-y, t'inquiète, ça va le faire. Et à tout moment, je glissais, je tombais, je niquais mon matos. Mais derrière, la personne, ce qu'elle a ressenti, c'est, OK, le gars, il se fout pas de ma gueule, genre, il critique pas mon sport, il vient, parce que du coup, on a été, je me suis pointé sur place, il devait être 6 heures. On s'est fait rendez-vous 6 heures sur place, donc c'est-à-dire que je devais partir vers 4h30, 5 heures de chez moi. Là, Du on va matin, sur, on ouais, précise. du matin. Donc, on se lève tôt, on va sur zone. On vérifie que le matériel est prêt. Normalement, tout est prêt la veille, mais on vérifie encore une fois avant de partir si tout est OK. OK, tout est bon, les batteries sont OK. En état de marche, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement, est-ce qu'il y a un truc qui pose problème? Parce que j'ai pas envie de risquer non plus mon matos gratuitement. Et ensuite, c'est un peu l'aventure. Le gars, je l'ai suivi, j'ai mis en avant son sport et j'ai écouté comment lui, il percevait son sport et quelles sont les remarques négatives qu'il entend de temps en temps. Donc, dans son cas, c'est un pêcheur. Il pratique de la pêche sportive. Par certaines personnes, il est vu comme étant un braconnier, tu vois, comme quelqu'un qui fait du mal aux animaux, etc. Alors que son approche à lui, c'est non, moi, techniquement, ce que je fais, c'est j'entraîne le poisson à être plus dur à attraper la prochaine fois. Parce que du coup, à chaque fois, il le relâche. Et dans la vidéo, on le voit. Mais le poisson, effectivement, il est pas blessé. Il a peut-être un truc en bouche, mais un peu comme toi et moi, quand on se mordit peut-être la joue. Donc, tu vois vraiment que le gars, il respecte là où il marche. Il sait de quoi il parle. Il s'intéresse réellement à la nature. Il n'est pas là pour vider des bières et, enfin, tu vois, genre l'image très négative qu'on a des chasseurs-pêcheurs. Parce que du coup, lui, c'est un pêcheur sportif. Et enfin bref, c'était super intéressant. J'ai rencontré quelqu'un qui avait une vraie âme, qui avait un truc à raconter. On a passé donc 8 heures ensemble et c'était très intéressant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça a débouché du coup sur un des projets dont je suis le plus fier, donc avec Martin. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ça s'appelle Martin et c'est un pêcheur. C'est un peu Martin pêcheur, c'est rigolo. Mmh. Il y avait ce projet-là qui m'a beaucoup plu. Et donc, un autre là pour le champion du monde de course d'orientation aussi, donc quand je bossais avec Decathlon. Le champion du monde de course d'orientation, c'est un Belge, il habite à Virton, donc dans la région Luxembourg-Belge. Et le trois quarts des gens ne le savent pas, ils s'en foutent. Alors qu'on peut être fier des champions qu'on a chez nous et que son sport est intéressant.
il a un narratif personnel. Pourquoi est-ce qu'il a commencé? Où est-ce qu'il pratique? Pourquoi il a commencé? Enfin, tu vois, il y a plein de questions que tu peux te poser, toi, parce que tu t'intéresses réellement à l'individu, qui peut du coup intéresser les auditeurs, en tout cas l'audience. Et du coup, tu t'apportes les réponses qu'une personne peut se poser, tu lui fais des belles images, tu as un son de qualité qui du coup met en avant le lieu et la personne. Et du coup, les gens qui pratiquent ce sport ou qui ont une certaine sensibilité à ce que tu leur proposes, ils sont emballés. Donc en fait, j'ai même pas besoin. C'est vrai que moi, ce matin, on me proposait d'aller à une formation masterclass pour dénicher des clients. Très honnêtement, je ne dois pas faire beaucoup de dénichage de clients. En général, on vient vers moi et quand je veux rencontrer quelqu'un de nouveau, je ne dis pas bonjour, je suis telle entreprise, je fais ceci. C'est bonjour, je suis Alexandre, je fais ça. Mais avant tout, j'aimerais rencontrer l'entrepreneur qui est derrière le business. Il faut rencontrer le vendeur, etc. Je veux rencontrer la personne qui vibre son expérience entrepreneuriale, pour qui c'est important de mettre en avant son image, sa marque, etc. En général, c'est surtout un moment très chill, très cosy, où on discute et c'est un moment entre bons copains en fait. C'est pas un rendez-vous d'affaires comme on peut imaginer. J'ai une vision du travail qui est on peut faire les choses très bien en s'amusant. Et j'ai pu d'ailleurs l'expérimenter quand je bossais à Londres. J'étais avec des gens qui étaient adorables, qui bossaient super bien. On bossait dur, donc de 8 à 18 heures. Je pense qu'on bossait à peu près 10 heures par jour. Mais en attendant, l'ambiance était bonne, le travail était effectué. L'organisation du travail était excellente parce qu'on faisait 2 réunions dans la journée. C'était une au matin pour voir où on en était sur la production de ce qui a été fait la veille et une en fin de journée pour voir est-ce qu'on a atteint l'objectif, où est-ce qu'on en est. Pour demain, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on a besoin d'embaucher une personne de plus, un freelance, pour faire une tâche? Non, OK. Et en fait, à chaque fin de journée, tu n'as pas le stress de dire j'ai aucune idée d'où j'en suis parce que tu sais pertinemment ce que tu as fait, ce que toute l'équipe a fait. Tu dis, OK, la deadline, c'est pendant 3 mois. Le client il a misé sur une grosse somme d'argent. Il faut qu'on le fasse, qu'on le fasse dans les temps. Enfin, on revendique chacun notre image aussi. Et non, j'ai vraiment aimé cette image du travail à l'anglaise, en tout cas de ce que j'ai pu voir. On fait bien, on fait jusqu'au bout. Et une journée, techniquement, c'est 24 heures. La personne nous paye pour une journée de travail de 8 heures. Mais 8 heures, des fois, enfin, une journée, c'est parfois 10, 12 heures pour être à hauteur de la remise. Et c'est pas le client qui doit payer, c'est nous et notre organisation. Le client, il paye pour un résultat et nous, on est là pour garantir un résultat. Ouais, ouais, c'est ça, le temps, il est pas forcément corrélé au résultat que tu veux donner, quoi. Il y a des personnes qui peuvent passer, 2 heures sur un truc que l'autre, il va le faire en 30 minutes. Ça Ouais, dépend aussi, je pense, c'est ça. de ton niveau d'expérience et d'expertise sur le truc. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la recherche de clients. En fait, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que tu racontes, c'est que l'humain, c'est vraiment le centre de ton entreprise, de Ouais, bien sûr. valoriser l'autre, en fait, à travers les images, les productions que tu peux faire, valoriser l'autre, l'histoire. Et comme ça part du cœur et que tu t'intéresses vraiment, en fait, à la personne que tu rencontres, ben, ça crée directement des connexions ou pas, Ouais. et tu es OK avec ça parce qu'en fait, tu sais très bien ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Ouais, pour moi aussi, quelque chose qui est important, c'est que je veux pas travailler avec tout le monde. Ouais. Enfin, vouloir travailler avec tout le monde, c'est vouloir travailler avec un peu n'importe qui. Et je veux pas forcément travailler avec des gens qui ne me ressemblent pas, qui je veux pas ressembler, qui sont des gens haineux, qui sont des gens pour qui le conflit, ça fait partie du développement. Non, je travaille avec des gens qui aiment ce qu'ils font, qui le font bien et qui n'ont pas besoin de s'énerver pour être effectifs. Tu vois, genre, déjà, quand quelqu'un m'envoie un message, c'est combien? Je sais que c'est quelqu'un à qui j'explique mon prix, j'explique mon travail, parce qu'il faut quand même être pro. Mais je sais très bien que je fais une démarche un peu de pouce, parce que c'est pas un projet qui m'intéresse. La personne connaît mes prix, connaît mon travail et elle peut en parler, parce que ça aussi, c'est un point important. Quelqu'un avec qui tu travailles pas, ça reste quelqu'un qui connaît ton taf. Donc des fois, j'ai eu des personnes qui pouvaient pas se payer mes services, mais qui m'ont conseillé. Super chouette, tu vois, genre, je veux dire que la personne se dit, OK, là, j'ai pas l'argent pour le faire, mais je respecte le travail et je vois ce que tu fais et ça a une réelle valeur. Et du coup, pour moi, c'est le meilleur des cadeaux. C'est-à-dire que la personne voit le réel intérêt de ce que je fais et dit, bon, la prochaine personne qui aura besoin d'un photographe ou d'un vidéaste avec cet œil-là, ça sera la personne que je conseillerais. Ouais, ouais, Je me donc perds un peu, hein, mais non, non, mais c'est intéressant et c'est ça, c'est aussi ça soulève aussi un point important qui est de, bah, en fait, prendre soin, j'ai envie de le tourner comme ça, genre prendre soin de l'autre, peu importe s'il devient ton client ou pas, parce que dans tous les cas, il va pouvoir te rapporter quelque chose. Même si tu signes pas derrière, la manière dont tu l'auras traité, accueilli, ça en dit beaucoup sur ton travail et sur comment lui va se sentir avec toi et comment du coup il va parler de toi aussi. Que tu dis: «Ah non, c'est bon, il peut pas signer, il a pas l'argent», qu'il aille se faire voir, entre gros non, non, guillemets, ça c'est pas bénéfique en fait pour ton non, non. entreprise. Par contre, j'ai une approche quand même de bienveillante, dans le sens où je fais tout pour mon client, mais il doit reconnaître aussi le travail que je fournis. C'est-à-dire que si il y a 30 jours jusqu'à facturation, j'estime que tu me payes pas le 30 du mois, tu vois.
Tu me payes, en général, un client respectueux, il te paye toujours à peu près 1 ou 2 semaines après la facture pour dire, OK, ton travail, en général, je travaille assez vite. Si je fais un shooting photo, en général, c'est le lendemain ou le surlendemain que les images sont faites pour un shooting simple. Et là, c'était un shooting, là, par exemple, pour la ville de Luxembourg, c'était 2 jours de prestation et c'était 3 jours d'editing. Donc, ça fait 5 jours. Ça fait quand même un bon gros projet qui me prend du temps. Mais techniquement, pour 2500 ou 3000 photos qui ont été prises, eux, je leur rends 50 photos toutes retouchées. Bingo, ils sont super contents. Ils ont toutes les photos. Ils ont les 50 meilleures photos sur 3000 avec un vrai bon narratif, des vraies bonnes couleurs qui passent vraiment parfaitement pour leur communication en 3 jours. On est sur du contenu presque de presse ou la presse, c'est vraiment immédiat. Mais quand je faisais du festival, par exemple, pour le Playgrounds aux Pays-Bas, c'était de la création de contenu en immédiat. C'est-à-dire que tu filmes 1 heure ou 2 en bas, tu vas au QG en haut, donc les autres communicants, tu fais ta vidéo en 1 heure, tu l'exportes et c'est déjà présent sur la communication des différentes plateformes le jour même de ce que tu as fait. Donc, tu as intérêt de connaître ton métier, tu as intérêt d'être efficace, tu as intérêt d'avoir un œil de synthèse aussi. Parce que sélectionner les 50 meilleurs sur 300 photos, je t'assure que ça, c'est compliqué. Et tu as intérêt à être dur envers toi pour te dire, j'avoue, là, j'ai pas été assez bon, celle-ci, je l'oublie. Mais finalement, la photo comme la vidéo, ça permet d'avoir toujours le regard sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est le meilleur. Donc, littéralement, moi, quand je fais un montage, j'ai ma ligne du temps, j'ai tous mes rushs, et je sélectionne toujours ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien, soit c'est beau, soit c'est bien timé, soit ça représente quelque chose. Et donc, en fait, tu te retrouves à un moment donné, donc, après cette phase de sélection, de ça, c'est le meilleur, ça, c'est le moins bien. Mais je supprime pas ce qui est le moins bien, parce que des fois, on peut chercher du positif dans ce qui est moins bien. Et en fait, c'est presque une mentalité, un état d'esprit de vie, c'est que même dans tes déchets, tu peux récupérer de l'information parce qu'un plan flou, un plan un peu jiggle ou quoi, ça peut être un plan de transition. Et un peu cette approche-là, du coup, dans la vie, de même quelque chose qui n'est pas bien ou effectif peut te mener à quelque chose d'intéressant, structuré, qui t'apporte à ton objectif final. Donc, une vidéo parfois de entre 1, 2 ou 5 minutes. Donc, tu es content d'avoir cette poubelle de fichiers un peu OSEF, mais juste, tu les as, tu es content. Et donc, c'est une approche que j'ai aussi, du coup, un peu dans la vie. C'est ça fournit plus de travail. Tu perds ton temps, en fait, à t'attarder sur le négatif, alors que peut-être les 20% positifs de tout ce que tu as capturé, finalement, c'est ça un shooting, hein. Tu passes peut-être 4 heures à capturer 80% d'images OSEF ou vraiment au tiers. Ton travail, c'est de sélectionner les meilleures images, en tirer le meilleur et de les valoriser. Donc, finalement, sur 4 heures de shooting, quand on fait une vidéo de 20 secondes, sur les 20 secondes, tu as l'essence, le meilleur de ce que c'était cette journée, en fait. Et pour moi, c'est ça. C'est un peu garder à chaque fois ce qu'il y a de meilleur, ce qu'on fait de mieux. On procède aussi beaucoup avec les 3B, le bon, le bien, le beau. Tu vois, c'est un peu les trucs avec lesquels j'ai grandi. Mais cultiver le bien entre les gens, cultiver le bon, parce que manger des bons produits, c'est important. Le beau, c'est le beau, il est partout. Donc, le fait de faire de l'image, le fait d'aimer ce qui est beau et bien fait, c'est autant du coup j'ai des livres, des fois, je les achète parce que c'est juste bien fait. J'ai aucune raison de lire ce livre. Encore un, je vais te montrer. Hop. Dans ce On est cas-ci, plongé dans sa bibliothèque. mais oui, toujours. C'est un livre pour enfants, donc ça, c'est l'intégrale de Le Monde selon François. Mais j'ai juste réellement aimé le visuel, j'ai aimé les couleurs, j'ai respecté le travail de l'illustrateur, du coloriste. Et donc, quand j'ai un peu de sous et que j'aime un travail, je le paye. Même si je le lis pas, je me dis, peut-être que plus tard, imaginons, j'ai ma nièce qui va venir à la maison. Elle se dira, tonton, t'as des BD? Ah oui, si tu veux, j'ai ça, allez, en haut. Et c'est un livre, c'est une BD qui est vraiment super bien faite, quoi. La lumière est super bien gérée. C'est un livre que j'aime Ouais, ça a vraiment été beaucoup. une manière pour toi de gratifier aussi les auteurs et les professionnels derrière, quoi. Quand Mm. quelqu'un fait bien son travail, je suis toujours là pour le valoriser, en fait. Donc, dès que j'ai un pote qui fait quelque chose de bien, paf, je partage, parce que ça aussi, c'est quelque chose pour lequel je trouve ça important. Je suis photographe, je suis vidéaste. Mais on a des concurrents. Non, il n'y a pas de concurrents. On est tous très différents. On a tous une approche très différente de comment est-ce qu'on fait la photo, comment est-ce qu'on fait la vidéo. Je suis très content de la manière dont je fais des vidéos de mariage, parce que j'ai une approche plus documentaire, où je montre les membres de la famille, je montre les enfants, je montre un peu tout ce qui tourne autour des mariés et les mariés, qu'un autre photographe ou vidéaste, il va juste mettre l'accent avec un côté peut-être plus cinématique, très YouTube, de c'est leur journée à eux deux, ils se font des bisous, ils sont sur la plage. Moi, je trouve que c'est moins intéressant, parce que c'est moins vrai. On est plus dans une narration fictive qu'il n'y a rien de plus vrai que l'amour. On est sur une journée où le thème, comme un mariage, c'est l'amour, c'est l'union de deux personnes, plus ces gens-là, ils ont parfois fait des enfants, donc c'est l'union, donc un enfant, c'est comme le fruit de l'amour entre deux personnes. Tu as les parents qui sont là, qui sont fiers de voir leurs enfants en train de se marier.
Donc, tu as toujours le regard entre le père, la belle-mère, tu peux un peu deviner les relations humaines entre l'un et l'autre. Et donc, moi, c'est un peu ça ce que je capture, c'est la relation amoureuse. Donc, ça, tu peux aimer de trois façons différentes. Tu peux capturer ça, en fait, dans un mariage. Parce qu'il y a des enfants qui jouent entre eux, ils s'en foutent de qui ils sont juste, ah ben, on est des enfants, on joue ensemble, ok. Tu as des adultes qui font leur rôle d'adulte, et puis 10 minutes plus tard ou 2 heures plus tard, tu vois qu'ils sont en train de faire les cons comme des enfants. Et donc, c'est toujours un peu ça qui me plaît durant les mariages. C'est un narratif avec des acteurs, des personnages qui, en fait, sont tous super intéressants et pas juste les mariés. Je suis parti un peu dans tous les sens, je suis désolé, mais voilà. Non, non, il y a pas de souci. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que, enfin, en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi ce que tu nous racontes avec du recul, dans le sens comment est-ce que nous, et un petit conseil peut-être pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent, comment est-ce que toi, tu peux te servir, bah, de l'histoire d'Alexandre, de ton histoire, pour amener des concepts dans ta vie, tu vois? Comme tu disais avant avec les 20 de bons et les 80 merdiques, mais en fait, dans ta vie, c'est exactement pareil. Ouais, Si tu te concentres que sur le merdique, tu vas dire: «Ah ouais, j'ai passé un temps fou à râler, à me plaindre, j'en sais rien, à faire des trucs qui me servent à rien. Alors que tu peux très bien de ça, même des déchets comme tu disais, ressortir en fait du positif qui peut ouais, t'aider dans ta vie aujourd'hui. Et ouais, ce que tu racontes là par rapport à la concurrence, c'est toujours un truc qui me fait rire. Vraiment, ça me fait vraiment rire de niveau humoristique de voir toutes les différences qu'il y a de gens qui disent il y a des concurrents, il faut te battre, c'est ton levier, genre ta motivation pour aller plus loin, ou d'autres qui disent j'exagère le trait, mais en mode peace and love, il y a pas de concurrent, on est tous sur le même pied d'égalité. Mais la réalité, enfin, en tout cas, ma perception, c'est que il y a des concurrents, mais c'est juste le regard que toi, tu vas porter dessus qui change, tu vois? Parce que ouais. toi, comme tu le dis, par exemple, pour les mariages, ce qui te permet de dire: «Il y a pas de concurrence», c'est que tu sais ta patte et tu sais ce que tu peux apporter en plus. Ma Et du vision. coup, tu te dis: «En fait, il y a pas de concurrence, c'est juste des humains qui font sensiblement le même métier, mais de manière différente et donc qui vont toucher des personnes Ouais, différentes». c'est ça. Et en fait, à partir du moment où, bah, comme toi, tu nous le racontes depuis tout à l'heure, tu es passionné par ce que tu sais, ce que tu fais, tu veux vraiment apporter quelque chose et tu sais comment tu veux l'apporter, bah, forcément, tu élimines la concurrence, on va dire, parce que tu crois vraiment en toi, en ce que tu peux apporter et tu sais pertinemment aussi les gens avec qui tu veux travailler. Ouais. J'ai envie de te demander, si tu avais un conseil à donner à un jeune ou une jeune qui souhaite se lancer, bah, dans son projet, voilà, peu importe, artistique, entrepreneurial ou même voyage, vu que tu as aussi fait beaucoup de voyages. Qu'est-ce que tu donnerais, comme conseil? Ose, crois en toi. Les gens sont moins méchants que ce que tu ne crois. Là, c'est le premier conseil que je donnerais. C'est un peu ce que j'ai résumé dans un des reels que j'ai posté là dernièrement. C'est quand tu oses et que tu oses te faire confiance, tu te rends compte, en fait, ouais, j'avais pas tort, je me suis bien préparé. Enfin, toutes ces heures à douter, elles t'ont un peu préparé au pire, alors qu'en fait, bah, ce sera jamais pire que ne pas oser dans ta vie. Moi, je suis très content bah, ce mois-ci, je gagne bien ma vie, mais ça vient de 3 mois où il y avait, pas grand-chose. Mais c'est dire que, bah, si au bout de 3 mois non, plus de 3 mois, déjà au mois de mai, bah, les 3 premiers mois, c'était un peu plus galère. Mars, j'étais en voyage, donc j'ai pas eu de rentrée. Avril, j'ai repris mes clients et là, j'ai eu beaucoup de devis qui sont tombés. Mois de mai, je suis full, facture, full prestation et cetera. Je suis très content et même pour des clients qui sont super importants pour moi et intéressants. Et je me dis: «Bon, ça y est, si j'arrive déjà à être rentable au bout du 5e mois et que les gens voient ma valeur, voient ce que je fais, alors que, bah, j même moi, il y a un an, j'aurais jamais osé croire que j'en serais là». Bah, j'ai osé, j'ai arrêté de me dire: «Ah mais ils vont juger mon travail», parce que 3 quarts du temps, tu montres ce que tu fais, les gens, chaque fois, tu as un «waouh». Quand tu fais de la photo ou de la vidéo, les gens imaginent toujours le: «Vas-y, j'ai acheté une caméra à 8 000 €, clique». Mais en fait, genre, quand tu fais de la photo et que tu fais de la vidéo, tu as le besoin, tu as l'obligation de montrer, ou n'importe quel autre métier, hein, tu as l'obligation de montrer ce que tu vaux, parce que les gens sont toujours une image un peu, négative de ce qui est ton métier. Il y a un engouement parfois autour une image presque négative, un peu cliché de notre métier. Quand tu dis: «Je suis photographe vidéaste», on imagine que tu es youtubeur ou instagrammeur, tu vois? Je suis assez content du résultat que mes clients ont quand ils, découvrent mon travail et qu'ils font: «Waouh, OK, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Ah oui, c'est vraiment professionnel. Ah oui, OK, ces images, c'était fait où? Ah, c'était fait en Suède, c'était en États-Unis, au Canada, en Norvège». Ils font: «Ah OK, donc tu bouges vraiment», quand on me pose la question: «Bah, c'est quoi le plus loin que tu as été?» Je fais: «Bah, j'ai déjà été, jusqu'en Oregon, je suis déjà allé presque le Cap Nord, parce que malheureusement, on a dû faire un détour, mais on a été du coup jusque au cercle arctique et au plus bas en Sicile. On prévoit déjà de partir bientôt en Afrique, à Dakar, bientôt entre guillemets, mais on se met pas de limite et du coup, bah,
On ose, on croit en nous et on arrête de croire que les gens sont méchants. On se méfie pas, on se méfie, mais on reste prudent, mais on fait confiance, tu vois? Ouais, un peu se détacher des préjugés et des clichés et «on dit que» et faire ta propre expérience, en fait. C'est ça. Mmh. Ouais. Bah, je pense que c'est un super conseil parce que souvent ce qui nous bloque le plus en vrai, c'est le regard des autres. Ouais, Et c'est de là aussi que vient toutes nos peurs, peur de décevoir, peur d'être rejeté, peur de ceci, de cela. Mais en fait, quand tu te dis et comme tu disais aussi, genre, c'est quoi le prix à payer de rester dans cette situation? Et c'est quoi le prix à payer de d'oser et d'y aller vraiment, tu vois? Qu'est-ce que tu vas gagner au final? non, Ouais. Je trouve que ça conclut bien notre échange et ce que tu as pu, aussi partager. J'ai une dernière question à te poser, un peu de ouais. curiosité aussi, j'avoue. Comment est-ce que tu vois la suite pour toi? Ma suite, c'est continuer à rencontrer des, autres entrepreneurs, rencontrer des gens qui font mieux que moi, parce que j'aime m'entourer de personnes qui sont plus compétentes, qui ont plus d'expérience que moi. C'est continuer à oser, voyager dans des zones que je ne connais pas forcément. Donc l'Afrique, je pense que c'est un bon délire pour, être dans «l'inconfort» entre guillemets de ce que je connais en tant qu'Européen. Que même, l'Europe en fait, ça reste que ça reste l'Europe, même dans les coins les plus reculés, ça reste quand même, quelque chose qu'on connaît, auquel on a l'habitude. Le fait de partir du coup peut-être en Asie ou en Afrique, c'est pas des trucs qui pourraient vachement nous intéresser. C'est vrai qu'on en discute beaucoup dans notre couple avec Alexandra et continuer à me développer aussi sur le plan, humain, technique, artistique. Donc continuer à étudier des domaines, continuer à vouloir, travailler avec du matériel plus performant, plus professionnel, créer des collaborations avec d'autres entrepreneurs. Quand on n'a pas forcément l'argent, on peut peut-être trouver des accords entre l'un et l'autre. Je sais que cet été, j'ai rencontré un mec sur Mons qui a une boîte de production. Ce qui est drôle, c'est que je le suis depuis que lui a lancé son activité, mais un peu sur un truc un peu bête. C'est-à-dire que je pense qu'il a commencé son activité en 2009. Moi, j'étais étudiant et j'étais juste vraiment: «Waouh mec, c'est trop cool ce que tu fais», alors que le gars, c'était sa première année de développement et là, on s'est retrouvés un peu sur Insta et je fais: «Bah, trop intéressant ton histoire, ton expérience et cetera. Enfin, tu un mec qui m'inspire beaucoup. Magic Owl, tu peux regarder. C'est quelqu'un que j'aime, beaucoup et maintenant il fait des productions, vraiment, professionnelles avec, une équipe, avec, une réalisation, tu des prop designers, donc des gens qui font aussi les décors et cetera, donc vraiment quelque chose de quali jusqu'au bout et c'est quelqu'un avec qui je suis impatient de travailler ou en tout cas le rencontrer. Là, au mois de juin, on va se rencontrer. Et je suis impatient, tu vois? Donc continuer à développer l'humain, le côté technique et artistique, parce que c'est vrai que dans mon métier, c'est vraiment ça qui joue tout le temps, l'un avec l'autre, quoi. Mmh. Ouais, c'est intéressant et c'est vrai qu'on en parlait aussi, dans l'épisode avec Jérémy Coleman, de tout cet aspect de délégation, de quel rôle tu prends en tant que chef d'entreprise et de que en fait, tu peux très bien continuer à faire toi ce que tu aimes en ayant des responsabilités plus importantes. Tout dépend des personnes que tu recrutes et de Ouais, comment vous fonctionnez entre vous, en fait. bien sûr. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour, ton temps, pour cet échange. C'était très enrichissant. J'espère en tout cas que ça aura bien résonné aussi avec, celles et ceux qui nous ont écoutés. Je mettrai dans la description tous les liens que tu nous as partagés. Je vous invite à aller voir le profil d'Alexandre, lui mettre des petits likes partout, s'abonner, envoyer du love et puis découvrir son travail et si ça vous intéresse aussi, ça peut être, méga intéressant. Merci à toi, c'était un plaisir. Plaisir partagé. J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta, en commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.